Bonjour et bienvenue donc dans cette émission Les secrets d'experts, parce qu'aujourd'hui justement nous recevons justement un monument, un expert dans le domaine de la stratégie militaire et de la stratégie d'entreprise. C'est la stratégie militaire appliquée aux stratégies d'entreprise. Et comme je l'ai toujours dit, c'est que lorsqu'on est chef d'entreprise, il faut pouvoir voir les problèmes à 360 degrés. Il faut pouvoir appliquer certaines stratégies qui feront que l'entreprise sera pérenne. Donc aujourd'hui, on reçoit un expert. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de donner la parole à notre expert, je rappelle, cher expert, c'est que si tu es en ligne, abonne-toi. Abonne-toi à cette chaîne parce que justement sur cette chaîne, nous donnons que le meilleur et c'est ici que tu vas apprendre beaucoup pour faire progresser ton business, faire progresser ton entreprise. Donc moi aujourd'hui, je reçois Monsieur Kuitché Roger. Donc Monsieur Kuitché Roger a un très grand parcours dans le domaine militaire. Et aujourd'hui, Monsieur Kuitché Roger enseigne également, accompagne les entreprises dans les stratégies d'entreprise appliquées, bien sûr, dans les stratégies militaires, pardon, appliquées aux entreprises. Donc, bonjour Monsieur Kuitché Roger. Bonjour Monsieur Noadier. Comment allez-vous? Je vais très bien. Voilà. Bien, merci. Merci. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de m'accueillir justement chez vous, chez toi, parce que justement, je te tutoie parce que tu es comme un papa, comme un grand frère. Donc, voilà. Et vraiment, je suis honoré que tu puisses me recevoir chez toi et m'accorder ce temps justement pour nous parler des stratégies militaires. Oh, c'est un plaisir, hein? C'est un plaisir de le faire. Merci, merci beaucoup. Donc justement, est-ce que tu peux juste nous dire qui tu es? Comme ça, les personnes qui nous suivent sauront à peu près qui est Monsieur Kuitché Roger en fait. Bon, je me nomme Kuitché Roger. Et par la grâce de Dieu, colonel à la retraite dans les forces de défense du Cameroun. Je suis né en Konsamba. Le 10 avril, ça va faire 63 ans. Très bien. Que je suis né en Konsamba. De feu Solétien, de feu Passy Anastasie, mes parents qui ne sont plus là. J'ai fait des études primaires en Konsamba à Bafoussam. J'ai terminé au lycée classique de Bafoussam. J'ai continué à l'université de Yaoundé. Je n'ai pas pu obtenir la licence et je suis entré à l'école militaire interarmée du Cameroun en 1983. L'EMIA, c'est ça? À l'EMIA, l'école militaire interarmée du Cameroun en 1983, la promotion Rudolf Douala Mangabel. Très bien. En 1986. Bon, ben voilà, à peu près. Et puis, c'est un parcours militaire sur 36 années qui a commencé en septembre 1983 et qui s'est achevé le 10 avril 2019 quand j'étais dégagé de toutes mes obligations militaires. Je suis marié, père de 5 enfants. Je suis, voilà, simple, ouvert. Tout à fait. Comme vous le voyez, dans ma carrière, on pourra peut-être... Bertrand donnera l'occasion d'en parler. J'ai fait 36 années de service. J'ai pris une part active à 4 guerres. Pendant les 36 années de service, je n'ai jamais été puni, mais j'ai commis des fautes. Bien sûr. C'était des fautes pardonnables. C'était des fautes pardonnables. Donc, je ne tombais pas très loin de ce qui aurait dû être fait. C'est pour ça que pendant 36 années, je suis parti de l'armée, mon livre de punition vierge. J'ai pris une part active à 4 grands conflits, Bakassi, Darfour, Centrafrique et Boko Haram à Kousseri. J'ai commandé la très prestigieuse 41e brigade d'infanterie motorisée à Kousseri contre le Boko Haram. Et ma foi, par la grâce de Dieu, je suis sorti avec 0 blessure physique. Quand je dis blessure physique, vous pouvez imaginer le nombre de blessures psychologiques et psychiques qu'on traîne derrière nous après tout ce parcours. Voilà en un mot comme en mille qui je suis. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Et mon épouse Honorine, elle est là. On a 5 enfants, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Je rappelle que nous sommes à la maison. Donc, moi, je suis venu puiser de l'expérience, justement, de Monsieur Kuitché. Donc, c'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, hein, on est devant notre petit verre d'eau. Et c'est un échange plutôt très simple, très sympa. Et effectivement, comment
Comment t'es venue l'idée déjà de rentrer dans le domaine militaire en fait? Parce qu'effectivement, tu as dit après la licence, tu allais à l'EMIA. Pourquoi je vais corriger, pas après la licence, je n'ai pas eu de licence. Ah, je n'ai pas pu avoir de licence. Oui, oui. Bon, je vais répondre à cette question en revenant sur un autre aspect de mon cursus scolaire que j'évoque parfois aux jeunes qui pensent qu'un échec doit les arrêter. À ce niveau où j'ai terminé une carrière qui attire l'attention de certaines personnes que certaines personnes admirent, je vais rappeler que j'ai présenté le BEPC 2 fois. D'accord. Le probatoire 2 fois. Très bien. Le baccalauréat 3 fois. 3 fois. Ah, ok. C'est à la 3e édition que j'ai eu mon baccalauréat. Très bien. À l'université, je n'ai pas pu aller en 2e année en une fois. J'ai repris la première année. C'est quand je passais en 2e année que j'ai été admis à l'EMIA. Maintenant, sorti de l'EMIA, maintenant, je suis allé me réinscrire en faculté à l'université de Tchang. Je n'ai pas pu composer parce qu'à ce moment, la Bakassi a commencé, il fallait partir. Après, avec les acquis, l'école de guerre et autres, j'ai été admis au Master Paix et Développement à l'Université protestante d'Afrique centrale. Très bien. Je suis sûr, je vais dire que je suis le plus vieil étudiant là-bas, ça fait 13 ans, parce que j'ai été admis en 2e année. Et pour commencer la 2e année, les missions sont arrivées, le Darfour, la Syrie et autres. L'année dernière encore, je me suis encore inscrit, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout pour soutenir mon mémoire de master. Mais j'y tiens. J'y tiens, voilà, à peu près ça. Qu'est-ce qui, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui me fait aller au métier des armes? D'abord, je suis sorti, je sors d'un poor background, comme on le dit. Mon père avait un salaire de 5 000 francs par mois. D'accord. Et son ami lui a demandé un jour, on te donne ça en eau, bien on jette à terre avant que tu ramasses. C'est pour dire combien c'était modique son salaire. Exactement. Mais avec ce salaire, il a pu faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des hommes et des femmes debout, sur qui Dieu et la nation peuvent compter. Donc, arrivé à l'université, je n'avais pas de bourse. J'étais sportif, j'ai joué un peu au football en 2e division à l'Ouest, donc j'avais une forme physique. J'avais une petite forme physique. Et voilà, je me suis rendu compte qu'on avait lancé le concours de l'EMIA, je me suis dit pourquoi pas. J'étais même en septembre pour l'entrée en 2e année. J'ai présenté le concours, j'ai passé les épreuves physiques. D'ailleurs, je veux le dire, préciser ici que j'étais presque le seul dans ma famille d'accord à faire ce concours, à présenter le concours. Tout à fait. Parce que ce que je me dis souvent, c'est de père en fils qu'on va dans l'armée. Voilà. Et puis dans mon village, d'où je sors, il n'y avait pas eu d'officier dans mon village. Je devais être le premier. J'étais le premier officier de mon village de Bansois. Il n'y en avait pas eu, j'étais le premier, donc je n'avais pas de... Voilà, j'ai présenté le concours et pour la petite histoire, j'étais major au concours d'entrée à l'EMIA en 1983. D'accord. Voilà, donc c'est major. Major au concours d'entrée. Mais je rappelle quand même qu'après avoir eu plusieurs échecs et être major, ça c'est une force. Justement. Bon, on va le dire ainsi, il y avait une sorte de détermination derrière parce qu'on sentait quand même qu'on avait des possibilités, qu'on avait encore quelque chose à donner. Tout le monde me disait, fais le concours de l'INGS, fais l'école normale, tu peux être enseignant. Mais je me disais, j'ai échoué, mais je sentais que c'était pas très loin de la grande réussite. Donc, c'était le seul concours que j'ai présenté. Mais je pensais toujours à un événement qui est arrivé. À Bafoussam, un jour, il y avait un rafle, ce qu'on appelait vulgairement calé-calé. Tout à fait. Et mon père, en traversant la route, un militaire l'a frappé sur la poitrine, sur l'épaule avec un bambou. D'accord. Ça m'a fait mal. Mais c'est parti de là. Mais depuis cet instant, j'avais pensé qu'il faut exercer un métier à étiquette qui puisse protéger votre personne à la première vue. Très bien. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'avais fait le droit avec le rêve d'être magistrat. Donc quand l'EMIA s'est présenté, je me suis dit, bon, je le fais. Voilà, et je pense que l'histoire m'a donné raison quand je regarde ma carrière, c'était ça. Très bien, très bien. Donc on voit justement que il y a ce leitmotiv, cette chose qui t'a emmené vraiment vers cette carrière qui est d'abord, comme tu dis, le fait que ton papa a reçu un coup, ça t'a marqué, tu t'es dit voilà, je peux exercer ce métier peut-être autrement, en protégeant les personnes en fait. Hein. Ça c'est déjà une première chose. Et moi il y a aussi cet aspect que je dis souvent aux personnes, c'est que dans l'échec, il y a des choses positives justement à ressortir. Qu'est-ce que justement tu as ressorti dans ces échecs scolaires que tu as eu précédemment en fait? Est-ce que c'est ça qui a forgé ta détermination? Qu'est-ce que tu as... Parce que très souvent, au niveau scolaire, quand on a des échecs, on se sent un peu mal, on se sent un peu mal vu par rapport aux amis qui ont réussi. On s'est dit peut-être qu'on n'est pas assez intelligent.
voilà, comment est-ce que tu as pu puiser justement de la ressource pour aller encore de l'avant en fait? Je ne peux pas, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand j'échouais, dès le lendemain, j'avais envie d'affronter notre examen. Okay. J'avais cette envie d'affronter notre examen. Bien, très bien. Donc, avant que la rentrée suivante n'arrive, j'étais déjà impatient de reprendre la classe. Okay. Je ne sais pas d'où ça sortait, mais j'avais ce sentiment-là. Je sentais qu'à l'époque, on avait les relevés de notes des examens pendant les vacances. Mais quand je regardais ce qui me manquait pour passer, ce n'était pas beaucoup. Tout à fait. C'était des petits oeils. Je me suis dit, bon, ça je peux le faire. En terminant, que ça a été très pénible pour moi parce que tous ceux qui étaient derrière moi quand j'étais en terminale en seconde sont allés à l'université. J'étais encore à terminale. Donc j'ai dû être renvoyé du lycée de Bafoussam. Donc c'est presque au quartier que j'ai préparé mon bac. Et puis je suis arrivé à l'université, retrouver mes cadets qui étaient déjà en deuxième année. Mais ça ne me gênait pas. Ça ne me gênait pas du tout. J'avais mon potentiel. Mais je n'avais jamais senti de frustration. La seule motivation que j'avais, c'est que j'avais la certitude que je pouvais, avec la manière de faire, malgré les difficultés. Voyez-vous, j'avais envie de le faire. Super. J'avais envie de le faire. Ça, faut pas. Je n'avais pas. Non, il n'y avait aucune raison que je puisse arrêter des études à ce moment-là. Tout à fait. Encore que mes parents, malgré leurs modiques moyens et les cousins et tantes, m'apportaient un soutien admirable à l'époque. Tout à fait. Je ne me souviens pas avoir été battu parce que j'ai manqué un examen. Exactement. Parce que tout le monde me voyait travailler. Voilà, c'est à peu près ça. Les échecs ne m'ont pas découragé. Tout à fait. Ça m'a plutôt... Je dis, j'en veux, il faut que j'y arrive. Tout à fait. Voilà. Et je suppose que justement, maintenant, dans ta carrière militaire, voilà, je suppose que dans ta carrière militaire, il y a eu maintenant, tu as découvert un autre domaine en fait. Qu'est-ce qui t'a peut-être déjà marqué quand tu es arrivé dans ta carrière militaire? Est-ce que c'était la discipline, l'ordre? Dis-nous un peu, dans la carrière militaire, quels sont les ingrédients qui t'ont tout de suite marqué et peut-être qui ont forgé peut-être ta personnalité jusqu'à aujourd'hui en fait? Bon, quand j'entre dans l'armée, dès les premières semaines, vraiment dès les premiers jours, je me suis senti dans mon biotope. Ah, ok. Dès les premiers jours. Bien. Ce qu'on appelle vulgairement les manœuvres, les brimades, et je le faisais avec beaucoup de sourire. Très bien. Je le prenais avec beaucoup de joie. Je n'ai jamais eu de la peine à ramper, à rester sous la pluie, à rester dehors. Okay. J'éprouvais un plaisir énorme à dormir sous les tentes au clair de lune. D'accord. À se taper 15-20 km à pied, les douleurs. Mais déjà que tu étais sportif. J'étais sportif à la base déjà. J'étais sportif à la base. Donc de ce côté-là, je n'avais pas. Donc du coup, je me suis retrouvé à avoir le moral. Je n'avais vraiment pas de peine. Je faisais tout ce qui était demandé à l'armée avec une sorte de joie, quoi. Pour moi, c'était comme un jeu malgré les difficultés. Tout à fait. Le saut en parachute, bon, la peur, c'est normal. La peur d'envoyer le pied dans le vide en sautant de l'avion, cette peur-là est normale. Les obstacles, sauter sur des obstacles de 3 mètres de hauteur, atterrir, ramper, marcher dans la nuit, dans la forêt. Il y a cette peur-là. Mais, voyez-vous, il y avait cette foi, cette joie de défier un certain nombre de choses, de sortir des sentiers battus, de se dire on peut aller au-delà. Est-ce que je peux aller au-delà de ses limites physiques? Est-ce que je peux aller au-delà de ses limites psychologiques? Et de dire oui, j'ai pu le faire, une marche de 100 km et autres. Donc ce que j'ai découvert à l'armée, j'ai découvert cette foi, cet engagement, évidemment qui va avec la discipline militaire à laquelle tout le monde va s'accommoder. Si l'armée était un mot dans lequel on mettait des personnes, j'avoue que j'y suis entré avec très peu d'excroissance qu'il fallait éliminer pour que voilà. J'avais une joie énorme à exercer mon métier jusqu'aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Parce que justement, pour ceux qui sont profanes, qui regardent l'armée un peu de l'extérieur, comme je disais, c'est un métier où on se dit que voilà, c'est beaucoup trop strict, c'est rigide, ça ne permet même pas de développer sa personnalité parce que c'est trop lisse. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu... Ah mais non, l'armée c'est le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde parce qu'il te mène à tout. D'accord. Il te mène à tout et c'est le seul dans lequel vous vous engagez en sachant que vous allez vers le sacrifice suprême. Tout à fait. C'est en cela que l'armée c'est le plus beau métier du monde. Donc, voyez-vous, l'armée vous enseigne tout. Vous commencez à marcher dès l'âge de 2 ans.
Oui. Mais à 18 ans, quand vous entrez dans l'armée, l'une des premières choses à faire, on vous enseigne à marcher au pas militaire. Exactement. Donc, on vous enseigne encore à marcher. On vous enseigne encore à parler. Très bien. À parler aux femmes. Très bien. À parler aux hommes. Tout à fait. À parler aux civils, à parler aux enfants, à vous comporter d'une certaine manière. Donc, c'est tout un autre mode. Ok. C'est un réapprentissage. C'est notre réapprentissage. Ça veut dire que lorsque vous entrez dans l'armée, en fait, ceux qui ont fait, nous qui avons fait un peu la formation, vous sortez du civil pour entrer dans l'armée, et c'est ça qui fait la réussite de la formation militaire. Il est question que les formateurs tuent, entre guillemets, en vous le civil. Ok, très bien, bien sûr. Et rebâtissent le soldat dessus. Le soldat, ok. Ça ne marche pas parfois parce que pour une raison ou pour une autre, on n'a pas réussi à tuer entièrement le civil. Oui. Et on superpose le militaire sur le civil. Très bien. Et comme le civil a tendance au libertinage, à la liberté, de temps en temps, ça prend le dessus. Très bien. Donc, c'est pour ça que les formations communes de base des soldats, les premières instances qu'on appelle la phase de prise en main, il faut démolir votre esprit, démolir votre morale. Et c'est dans votre intérêt, parce qu'on enlève tous les préjugés que vous aviez, et pour bâtir un nouvel homme sur vous. Donc c'est pour ça que les soldats, lorsqu'ils sont de 3-4 mois de formation, lui-même, il se sent différent. Lorsqu'il vient vers sa famille, c'est pas seulement l'uniforme qui le fait différent, mais il sent que sa mentalité, son esprit, tout à fait, son style de pensée ont positivement évolué. Donc l'armée, c'est la plus belle école. De toute façon, quelqu'un a dit que l'armée ne vous donne pas seulement un métier, l'armée vous donne la vie. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Parce que pendant que tu dis ça, j'essaye de faire moi maintenant le parallèle avec l'entreprise en fait. Oui. Parce que c'est ça. Quand on rentre dans l'armée, on voit que on essaye quelque part de tuer, entre guillemets, quand on dit tuer, c'est de manière très gentille, d'éteindre l'aspect un peu civil, et on bâtit quelque chose de militaire, de plus propre, de plus nouveau. Et en entreprise, voilà, lorsqu'on est chef d'entreprise, on a des personnes derrière soi qu'on veut mener vers un objectif. Est-ce que tu penses que c'est aussi une bonne chose lorsqu'on arrive dans une entreprise? C'est-à-dire qu'on a une culture d'entreprise peut-être qui fait qu'on peut tuer en fait le civil qui est en la personne, et on lui met dessus une vraie culture d'entreprise pour que on atteigne plus facilement peut-être les objectifs. Est-ce que tu penses que c'est un peu la même chose en fait? Parce que pendant que tu parles, moi qui suis dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, j'essaie de voir un peu s'il y a des liens en fait. Il y a un profond parallèle entre le monde militaire et le monde de l'entreprise. Oui. Et le point de rencontre le plus important, c'est le leadership. Tout à fait. C'est le leadership, la gestion des hommes. Tout à fait. Que ce soit en entreprise ou dans l'armée, vous avez des hommes qui viennent d'horizons divers, à qui il faut donner un objectif vers lequel ils vont être tous tendus. Tout à fait. Il faut pouvoir créer cette harmonie-là. Exactement. Donc, si dans l'armée, on réussit à le faire à travers l'uniforme, à travers la discipline, à travers les grades, à travers ces choses qui unissent les militaires tendus vers une cause qui est le drapeau. En entreprise, on devrait pouvoir... Tout à fait. C'est pas grave. En entreprise, on devrait pouvoir créer cette même synergie. Tout à fait. Et pouvoir avoir une culture d'entreprise qui permette... Une culture d'entreprise qui permette à l'entreprise... Vous voyez, à tout le personnel de l'entreprise d'être tendu vers un seul objectif. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a ce parallèle-là, et nous allons le développer tout à l'heure pour dire que l'entreprise est une armée dans laquelle il faut instaurer cet esprit militaire à un certain dosage. C'est un savant dosage qu'il faut faire. Un savant dosage. Un savant dosage entre la stratégie militaire et la stratégie d'entreprise pour que l'ouvrier de l'entreprise et le leader puissent parler un même langage. Bien sûr. Et qu'il y ait de l'harmonie dans l'entreprise. Bien sûr. Est-ce que, voilà, parce que on va dire dans le domaine militaire, justement, parce que toi, tu as eu à grimper les grades, en fait, parce que je rappelle que tu es colonel
Donc, tu as quand même passé des grades, des étapes très très importantes en fait. Hein. Et donc, pour passer ces étapes, bien évidemment, je suppose que tu as eu à passer des épreuves, comme dans une entreprise, on passe des épreuves pour être au top management. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, pour grimper ces étapes dans le domaine militaire, par exemple? Bon, je sais pas. Déjà, je vous ai signalé que j'ai fait 36 années de service, je n'avais jamais été puni. Donc, ça veut dire que de ce côté-là, j'avais toutes les chances d'avoir mes promotions. Les épreuves de tous les jours, la vie de tous les jours, le comportement de tous les jours. Très peu de gens savent que le militaire n'a presque pas de vie privée. Tout à fait. Parce qu'un accrochage que vous avez avec votre voisin a des répercussions sur votre carrière. Tout à fait. Ça, c'est immédiat parce que le militaire fait que vous protéger le civil. Donc, si c'est vous qui êtes le premier à ne pas protéger le civil, c'est une répercussion sur votre carrière. Tout à fait. Ben, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que j'ai fait de particulier? C'est de travailler au jour le jour, au mieux, et me mettre à la disposition de mon pays. Tout à fait. Je l'ai servi comme j'ai pu. Il me l'a rendu comme il le pouvait pendant les 36 ans. Tout à fait. Dans une vie, il y a plusieurs vies. Je fais autre chose maintenant. Je n'ai pas été le plus brillant, mais je pense que c'était le travail de tous les jours. À chaque fois, être tendu vers la mission et à chaque fois se dire, que dit le règlement? Tout à fait. L'orthodoxie, c'est un mot que j'aime beaucoup. Oui. L'orthodoxie. Si je n'ai pas été puni, c'est qu'à chaque fois que je commettais des fautes, je n'étais pas très loin de ce qui aurait dû être fait. Okay. Donc voilà, du coup, on se dit, bah, il est pardonnable. Et puis, il y a des fautes que vous commettez de manière intentionnelle pour lesquelles on va vous pardonner. Mais il y a le chef à la jugette pour comprendre que des fautes que vous commettez, c'est des fautes sur lesquelles voilà, vous êtes heurté, mauvaise appréciation, erreur de jugement. Et tout ça. Donc voilà, c'était le travail de tous les jours, le comportement de tous les jours, tendu vers le métier, tendu vers la perfection. Tout à fait. Remonter à chaque fois le niveau d'exigence pour soi-même et pour ses hommes. Voilà, et voilà, être à chaque fois, accepté à chaque fois de faire face et d'être à la hauteur des missions qui vous sont confiées. Tout à fait, tout à fait. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, tu gères un cabinet qui s'appelle Best Practice en fait. Et donc, ce cabinet accompagne bien sûr les entrepreneurs dans la stratégie militaire appliquée aux entreprises en fait. Hein, voilà. Donc, comment ça se déroule ça en fait, hein? Déjà, quel est le type d'entrepreneur qui vient vers toi déjà? Après, on va voir comment ça se... Bon, c'est tout type d'entrepreneur, mais j'avoue que très peu de personnes percutent sur ce sujet. Très peu de personnes voient le rapport entre l'armée et l'entreprise. Tout à fait. Mais il y a quelques personnes qui comprennent. Bon, il y a 2 multinationales qui m'ont contacté déjà pour des sessions de formation. Il y a une grosse entreprise nationale qui m'a contacté pour des sessions de formation. Et puis nous-mêmes, nous essayons d'être offensifs en essayant d'expliquer par tous les moyens possibles aux autres entreprises que c'est une aubaine pour elles de pouvoir s'approprier un certain nombre de connaissances militaires qui, modulées et transposées dans l'entreprise, peuvent booster la rentabilité de l'entreprise. C'est encore très timide, c'est dommage, mais c'est dommage parce que dans les pays dits développés, que nous citons souvent en exemple, les officiers à la retraite, comme nous, sont eux qui sont dans les grandes entreprises pour essayer d'appliquer leur expérience de la guerre à la vie de l'entreprise. Et les résultats sont là dans tous les pays du monde, les résultats sont là. Voilà. Tout à fait. Et justement, c'est ce que vous faites aujourd'hui avec Best Practice, en fait, oui. avec Best Practice. Voilà. Donc, je rappelle, ce sont des stratégies militaires appliquées aux entreprises en fait. Et aux administrations. Et aux administrations. Voilà. Et aux administrations. Oui. Donc, justement, puisque on parle de stratégie militaire, et puis je pense que tu t'appuies beaucoup sur Sun Tzu. Enfin, on a parlé un petit peu en aparté déjà un peu de l'art de la guerre, de Sun Tzu. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi étudié dans l'armée déjà, en fait, hein, dans l'armée camerounaise? Est-ce que c'est quelque chose qu'on étudie ou non, c'est autre chose en fait? Ou bien peut-être c'est des études que tu as eu à développer, toi, de ton côté par exemple?
Non, il faut dire que dans toutes les... Sun Tzu, c'est le plus grand stratégiste du monde. Tout à fait. C'est le plus grand et tous les officiers de l'Empire chinois s'inspirent de lui. Il a été oublié, maintenant il est enseigné. Il est enseigné dans toutes les grandes écoles militaires, militaires du monde. Donc, tout officier, tout militaire bien formé connaît Sun Tzu parce que c'est enseigné. Tout à fait. À l'école, avec son fameux livre, les 13 articles de la guerre. Tout le monde, tous les officiers, tous les militaires de bon niveau connaissent Sun Tzu. Connaissent, exactement. Mais le problème, c'est, lui, il a parlé de la guerre en tant que bataille, affrontement sanglant entre deux groupes dans le but d'anéantir l'autre. Tout à fait. Maintenant, c'est la transposition de cette guerre-là à l'entreprise. Tout à fait. Où on cherche, pas à détruire son concurrent, mais on cherche à le dévancer, à gagner plus que lui. Tout à fait. Donc c'est cette transposition-là qui est la différence, ma foi, et qui n'est pas enseignée dans les écoles militaires. Tout à fait. Certaines écoles militaires, malheureusement, c'est quelque chose pour lequel nous avons dû faire des recherches personnelles dans les journaux, dans les livres, contacter d'autres écoles pour essayer de nous constituer ce curricula qui a permis aujourd'hui que nous puissions diriger le cabinet avec l'aide de quelques officiers à la retraite. Tout à fait. Voilà. Et tu me disais en aparté que tout entrepreneur devrait avoir ce livre de Sun Tzu comme livre de chevet, en fait. Oui, parce que Sun Tzu parle de la guerre, comme je dis, la guerre militaire. Mais tout entrepreneur devrait avoir lu. Un entrepreneur qui n'a pas lu Sun Tzu, je le répète, il est en retard et il doit le faire. Il doit le faire. Je répète, tout entrepreneur qui n'a pas lu Sun Tzu, il est en retard et il doit le faire. Tout à fait. C'est la clé de la réussite de la Chine. Tout à fait. La Chine aujourd'hui est en train de reprendre le leadership du monde grâce à la mise en œuvre des stratégies militaires dans ses entreprises. Tout à fait. Et cette stratégie militaire est mise en œuvre avec l'aide des anciens militaires. En même temps que tous les responsables chinois ont pour livre de chevet Sun Tzu. Il n'y a pas un seul qui n'ait pas lu Sun Tzu une fois. Il vous dira, je ne sais plus combien de fois j'ai lu Sun Tzu. Tout à fait. Parce qu'à chaque fois dans une situation, avant de tenir une réunion, avant d'aller à une rencontre diplomatique, chacun se dit, qu'est-ce que Sun Tzu a dit par rapport à ça? Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as une négociation avec quelqu'un qui te dépasse? Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as une négociation avec quelqu'un avec qui vous êtes au même niveau? Qu'est-ce que tu fais pour provoquer l'autre et qu'il ne sache pas que c'est toi qui l'as provoqué? Exactement. Qu'est-ce que tu fais pour tirer profit d'une situation qui au départ t'est dévantageuse? Exactement. Toutes ces situations, Sun Tzu les a décrites dans le cadre d'une guerre et c'est ça que les Chinois transposent dans leur vie de tous les jours. C'est amusant, ça n'a l'air de rien. Mais quand nous regardons à Yaoundé, au Cameroun, un Chinois qui vient jouer le Mako, ça s'est fait enregistrer. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est une pensée de Sun Tzu qui est mise en œuvre et bien réfléchie pour arriver à cela avec un objectif précis. Tout à fait. Vous allez voir des jeunes Chinois qui vendent dans les plus petits magasins au Cameroun. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie qui est pensée pour être présent. Ce n'est pas un hasard. Et tout ça, je le dis, Sun Tzu en a parlé des siècles et des siècles. Tout à fait. Avant. Il nous suffit aujourd'hui de le reprendre notre compte et de le réadapter. De le réadapter à nos réalités. À nos réalités. À nos réalités.